Bonjour à tous et bienvenue à vous au grand rendez-vous européen CNews Les Échos. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Président de Reconquête, c'est votre grand rendez-vous ce dimanche, au moment où les bombardements sont intenses sur Gaza, où la situation est explosive au Proche-Orient, où les manifestations dites pro-palestiniennes se multiplient, au moment aussi où la réalité est inflammable en France avec une menace terroriste islamiste prégnante. Vous affirmez, Éric Zemmour, que la guerre de civilisation est déjà là, sur notre sol. On vous demandera par quoi cela se manifeste et est-ce à dire que Huntington avait définitivement raison sur Fukuyama et son monde pacifié. Et plus largement, si c'est une guerre de civilisation, ne donne-t-on pas ainsi raison à Erdogan qui pointe de son côté la responsabilité de l'Occident dans les massacres de Gaza? Pour vous interroger, je suis entouré de mes camarades. Stéphane Dupont des Échos, bonjour à vous Stéphane. Bonjour. Et bien sûr Mathieu Bock-Côté, bonjour à vous Mathieu. Bonjour. La situation, Éric Zemmour, est marquée par d'intenses bombardements sur Gaza, qui est en grande partie coupé du monde. Clairement, la guerre a franchi un nouveau cap. Vous allez vous rendre ce soir en Israël. Est-ce qu'il faut demander, comme l'a voté l'ONU, une trêve humanitaire, comme l'a dit également le président Emmanuel Macron, pour protéger les civils dans la bande de Gaza, comme le veut aussi l'Union européenne qui parle de pause? Cette trêve, pour vous, est-elle nécessaire et urgente? D'abord, vous l'avez dit, je me rends dès ce soir en Israël pour d'abord manifester la solidarité du peuple français avec les Israéliens, avec ce peuple qui a été éploré, et aussi pour montrer ma solidarité avec un peuple qui se défend contre la barbarie islamiste et qui se défend fermement et rudement, car c'est sans doute la seule solution dans ce cas de figure actuel. C'est pour ça qu'on va en parler. Je voulais dire d'ailleurs que dans le même temps, la tête de liste de Reconquête, Marion Maréchal, est en Arménie, elle aussi, pour défendre les Arméniens agressés par l'Azerbaïdjan et qui est soutenu par la Turquie d'Erdogan dont vous parliez. Vous voyez, nous sommes cohérents. Nous pensons qu'il y a un conflit de civilisation. Nous pensons que nous sommes dans le monde de Huntington, mais j'imagine qu'on va en reparler. Et donc, nous défendons notre civilisation judéo-chrétienne qui est attaquée. Maintenant, vous m'interrogez sur la position d'Emmanuel Macron. Je suis, j'avoue, tout à fait ébahi par ces changements de pied incessants. Je n'arrive plus à suivre. Un jour, il va en Israël, il met sa solidarité avec le peuple israélien, il dit que les Israéliens ont le droit de se défendre, et puis ensuite, il s'en va, et puis il parle de coalition antiterroriste. Puis, quelques jours plus tard, vous l'avez dit, à l'ONU, il ne parle plus de coalition antiterroriste, mais il parle de coalition humanitaire. J'ai regardé l'explication de vote du représentant français à l'ONU qui dit qu'il a voté cette résolution arabe, mais en fait, dans son explication de vote, il explique pourquoi il aurait très bien pu ne pas la voter, puisque la résolution arabe à l'ONU ne tenait pas compte et ne parlait pas des massacres d'Israéliens, je le répète, d'enfants, de bébés, etc. Je pense que, vous savez, Emmanuel Macron a beaucoup abîmé la parole de la France, la position de la France. On l'a vu en Afrique tout l'été, on l'a vu au Liban où il a été ridicule. Vous savez, au Liban, comment on appelle la France? On appelle Emmanuel Macron, la comédie française. Mais est-ce contradictoire, pardonnez-moi, de dire qu'Israël a le droit de se défendre et d'appeler quand même à une trêve humanitaire? Et la réponse à Maxime, est-ce que vous-même, vous allez le demander? Écoutez, quand on demande une trêve humanitaire, ça veut dire qu'on demande un arrêt des combats. Donc on interdit à Israël de se défendre comme il l'entend. Donc vous voyez bien que c'est bien contradictoire. Mais moi, je pense qu'il y a une raison profonde au-delà de son en même temps, au-delà de son caractère changeant. Vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans son discours de 2 heures sur le séparatisme islamique, après la mort de ce pauvre Samuel Paty, il y avait une phrase qu'on n'a pas assez relevée dans le discours d'Emmanuel Macron. Il demande aux Français de mieux comprendre la civilisation et les civilisations qui sont sur notre sol, car le peuple français est désormais composé de cela. Moi, j'ajoute 2 civilisations sur le même sol, ça fait 2 peuples. Et en vérité, je pense que le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il ne peut pas diriger 2 peuples. Et qu'il donne en permanence des gages à l'un, puis des gages à l'autre. Et que, si vous voulez, il a tellement peur de la guerre civile, il a tellement peur des émeutes nouvelles, qu'il donne des gages en permanence aux uns et aux autres. Nous y arriverons, mais pour vous, donc, je comprends que la politique d'Emmanuel Macron est commandée par des questions de politique intérieure en France? C'est exactement ce que je pense.
Je pense qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus... Vous savez, on a beaucoup parlé de souveraineté depuis 30 ans. Avec l'Europe, on avait des grands débats métaphysiques, très bien. Mais aujourd'hui, on arrive à l'os d'une souveraineté. L'origine de la souveraineté, c'est maîtriser son territoire. Eh bien, nous ne maîtrisons plus nos territoires. Nous avons des enclaves étrangères en France et nous avons des populations qui sont désormais le relais de pression de gouvernements étrangers. Vous savez, c'était la hantise de tous les rois de France, de tous les empereurs, de tous les dirigeants de la République. Le fameux État dans l'État, comme disait Richelieu. Eh bien, aujourd'hui, nous avons cela et nous ne maîtrisons plus. Et Emmanuel Macron est le produit de cela. Il n'est pas le seul, Emmanuel Macron, à demander cette trêve humanitaire. Il y a de nombreux dirigeants qui demandent à Benyamin Netanyahou d'agir dans le respect d'ailleurs du droit international, d'encadrer la riposte. Il y a des civils, évidemment, à Gaza. Dominique de Villepin a insisté sur la nécessité d'une riposte proportionnée. Est-ce que vous le comprenez, eu égard à ces populations qui sont sous les bombes aujourd'hui à Gaza? Écoutez, il y a d'abord une chose évidente. Ce que dit Dominique de Villepin, ce que dit la France, ce que disent d'autres pays, c'est que la mort d'un civil vaut la mort d'un civil. Évidemment qu'un être humain vaut un être humain. Une vie palestinienne vaut une vie israélienne. Mais évidemment, toute vie est à égale dignité. Il faut le dire, bien sûr, parce qu'on croit toujours qu'on nous prête des pensées malfaisantes. Non, une vie vaut une vie. Bon, une fois qu'on a dit cela, il faut dire deux choses. La première, puisqu'on parle du droit international, le droit international n'interdit pas la réplique israélienne et n'interdit pas même la dureté d'une réplique. C'est faux de dire ça. Sinon, on ne pourrait jamais se défendre. Sinon, quand les Français bombardent Raqqa après les attentats du Bataclan, on aurait interdit la réplique française. Bon. Troisièmement, je voudrais dire qu'il y a quand même une différence entre des civils qui meurent parce qu'ils sont pris dans des bombardements. On a vu que les généraux israéliens demandent aux populations depuis des semaines de quitter leur domicile. Alors on vous dit c'est de l'épuration ethnique. Et quand on ne leur dit pas de partir, on dit c'est des massacres de civils. Il faudrait savoir. En revanche, il y a une grande différence entre ça et le fait de viser exprès des civils. Le fait d'égorger des bébés, pardonnez-moi. Le fait d'éventrer des femmes enceintes, de les tuer et de tuer leurs enfants. Il y a peut-être une petite différence quand même. Moi, en tout cas, j'en fais. Et je ne mets pas sur un même pied d'égalité. Donc je dis, l'horreur a été atteinte avec ces massacres du 7 octobre. Il ne faut pas l'oublier. Et Israël a le droit de se défendre. Donc non, je ne suis pas d'accord avec la trêve humanitaire, puisque vous m'interrogez là-dessus, et que j'essaye de répondre à vos questions et de le plus sur la clair riposte possible. proportionnée, là, qu'est-ce que vous répondez à Dominique de Villepin? Ça ne veut rien dire, une riposte proportionnée. Pardonnez-moi, ça ne veut rien dire. L'important pour Israël est de rétablir son rapport de force. Quel que soit quel que soit le prix. Quel que soit le prix. Je pense que, vous savez, je pense que le Hamas a fait exprès. Je veux dire, certainement. Le Hamas a fait exprès. Avec beaucoup d'objectifs. Exactement. Alors, on verra plus tard quels étaient véritablement les objectifs. Peut-être voulait-il attirer l'armée israélienne dans un piège avec tous les souterrains, les tunnels, etc., qui les attendent. Sans doute cela. Mais en tout cas, ils ont fait exprès. Ils ont porté la barbarie à un niveau jamais atteint depuis la Seconde Guerre mondiale. En vérité, on se croirait dans l'offensive allemande en Russie. Je pense qu'il n'y a pas eu pire depuis, ou au Radour-sur-Glane. Il n'y a jamais eu pire depuis lors. Et donc, ils ont fait exprès. Donc, je crois que là, il y a un prix à payer. Il faut éradiquer le Hamas. Ça ne veut pas dire éradiquer les Palestiniens, je précise. Mais alors, justement... mais ça revient un peu au même, non? Attendez, je vais répondre. Pas les deux en même temps. Éradiquer le Hamas, toute guerre, pour qu'elle ne soit pas un pur carnage, implique des objectifs de guerre. Quels sont les objectifs de guerre que peut se prêter Israël pour qu'elle ne se perde pas dans une guerre éternelle, infinie? Vous savez... éradiquer le Hamas, ça se confond un peu avec... Je réponds à vos deux questions. D'abord... éradiquer le Hamas ne signifie pas éradiquer les Palestiniens. Personne ne souhaite éradiquer les Palestiniens. On ne va pas tuer des millions de personnes. Ce n'est pas un objectif de personne. Il n'y a que Al Jazeera qui prétend cela. Bon, ça c'est une chose. Deuxièmement, un objectif de guerre, je vous dis, je pense que c'est d'abord rétablir un rapport de force. Je pense que c'est essentiel dans la région et d'ailleurs dans toute l'histoire de l'humanité. Malheureusement, l'humanité, c'est le rapport de force entre les différents pays, entre les différentes cultures, etc. Et deuxièmement, vous savez, je pense que là, Israël a été atteinte au fond de
je dirais, de son imaginaire. Parce que Israël, qu'est-ce que c'est ? C'est la réponse non seulement à l'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi à l'histoire des pogroms en Russie, en Pologne, etc., quand les Juifs sortaient du ghetto et se faisaient tabasser, au minimum, par les Cosaques. Je pense qu'Israël a été inventé pour ça. Et là, on voit bien qu'ils ont revécu ce genre de pogrom et de massacres, etc. Donc il y a un besoin, évidemment, de montrer qu'on est sorti de cela. Mais vous avez raison, ça ne veut pas dire que ça règle la question. Il faut en parler, Éric Zemmour. Est-ce que vous avez parlé de Dominique Villepin, on va en parler. Tout à fait. Dans tout ce qui est en train de se passer en Israël, faut-il aussi tenir compte de l'aspect territorial ? Autrement dit, certains disent qu'il y a un passé dans ce conflit et tout n'a pas commencé avec l'attaque barbare du 7 octobre. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Bien sûr, tout n'a pas commencé avec cette attaque barbare. On pourrait revenir très très loin, on pourrait revenir en 1948 quand le partage de l'ONU a été refusé par les Palestiniens et par les pays arabes. On pourrait revenir à encore plus loin. Mais moi, ce que j'aimerais, et parce que je voudrais répondre à travers vous, si vous le permettez, à Dominique de Villepin, qui est intervenu là-dessus, et qui défend à la fois la position traditionnelle de la France, qu'on dirait gaulienne, et puis une vision très française des fameux deux États. Je note en préambule que pour l'instant, avec le Hamas, les deux États, ça voudrait dire qu'il y a un État qui veut détruire l'autre et qui veut exterminer les autres. Je ne vois pas quel compromis est possible, puisque dans la charte du Hamas, il y a écrit qu'il faut tuer les Juifs. Qu'est-ce qu'on fait comme compromis ? On tue la moitié des Juifs et puis on donne l'autre moitié ? Je veux dire, bon. Il n'y a pas eu d'élection dans la bande à Gaza depuis longtemps. Depuis longtemps, vous avez raison. Mais quand il y a eu les élections, ils ont gagné. Mais vous avez raison, il n'y a pas eu d'élection depuis longtemps. Je reviens à notre histoire. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Si on veut aller le plus schématiquement possible, mais le plus complètement possible. Il y a eu d'abord un affrontement de nationalisme. C'est-à-dire, Israël, le sionisme est lui-même un mouvement national du 19e siècle, né dans la mouvance des mouvements nationaux européens, c'est-à-dire à la suite de la Révolution française, le nationalisme allemand, italien, tchèque, etc. Et le nationalisme israélien, qui finit par avoir un État en 1948. Là, à partir de 1948 et surtout de 1967, les Palestiniens érigent un autre mouvement national, en miroir du mouvement sioniste. Mais c'est un classique, hein, les Allemands se sont construits en miroir de la France, etc., etc. C'est l'époque de l'OLP, c'est l'époque de Arafat, c'est l'époque où, je le rappelle, autour de Yasser Arafat, la plupart des dirigeants sont chrétiens. Et les accords d'Oslo. Attendez, vous allez trop vite. C'est d'abord un mouvement laïque et, je réponds à votre question, et national et territorial. Et là, il y a une querelle autour de territoire. Et puis, et c'est là ce que je voudrais dire à Dominique de Villepin et à vous, à partir de l'an 2000, il y a un mouvement qui est différent parce que les islamistes, le Hamas, prennent le pouvoir au sein du mouvement palestinien. Et ça change tout. C'est-à-dire qu'à partir des années 2000, on voit le Hamas dénationaliser les Palestiniens. On apprend aux enfants une histoire qui est celle de l'Empire ottoman. On met au placard le grand poète Mahmoud Darwish qui était mis en exergue. Vous savez, une sorte de Victor Hugo palestinien. En vérité, on les islamise et on les dépalestinise. Et là, le conflit n'est plus autour de deux territoires et de deux peuples, mais en vérité, le problème palestinien, la quête palestinienne devient une espèce d'allégorie pour tous les musulmans persécutés à travers le monde. On n'est plus dans le même rapport. D'ailleurs, on ne combat plus des Israéliens, mais on combat des Juifs qu'on veut tuer. On voit bien qu'on est dans un conflit de religion. Et vous savez, le mot célèbre de Malraux, qu'est-ce qu'une civilisation ? C'est tout ce qui s'agrège autour d'une religion. On voit qu'on est dans un conflit de civilisation. On va en parler, mais si on est dans un conflit de civilisation, est-ce qu'on ne prête pas aussi le flanc à ce que dit Erdogan ? Et puis, qui a créé le Hamas ? Vous répondrez à ces questions dans quelques instants. Éric Zemmour, à tout de suite. Le grand rendez-vous européen CNews, les Échos, notre invité qui partira ce soir en Israël, Éric Zemmour, président de Reconquête. Éric Zemmour, le président turc Erdogan dit que le Hamas est un groupe de libération. La Turquie, je le rappelle, qui fait partie de l'OTAN, il affirme que l'Occident est responsable des massacres du 7 octobre. Le Premier ministre israélien affirme que c'est la civilisation contre la barbarie, la lumière contre le ténèbre, le bien contre le mal. Est-ce qu'on est tous entraînés dans cette guerre de civilisation ? D'abord, je voudrais dire que, et
je fais un petit clin d'œil à Mathieu Bocoté qui la cite presque autant que moi, la fameuse phrase de Julien Freund qui dit « Ce n'est pas vous qui déterminez l'adversaire, mais c'est l'adversaire, c'est l'ennemi qui vous détermine ». C'est la réponse, la première réponse à votre question. On voit bien aujourd'hui qu'il y a du côté des pays et des populations surtout, parce que les gouvernements suivent vaille que vaille leur peuple là, dans cette histoire, un mouvement qui est enclenché d'un affrontement de civilisation. C'est comme ça que les peuples vivent. Et d'ailleurs, ils le vivent dans les peuples musulmans, mais aussi en France. Vous avez vu ce sondage qui dit que 72% des Français craignent que ce qui se passe en Israël se passe chez nous. Ils ont tout compris, les Français. Ça me permet de revenir à notre histoire, mais je vais venir à votre histoire des deux États et à la réponse à Dominique de Villepin et à la politique de la France. Qu'est-ce qu'on doit faire là-dedans? Est-ce qu'il doit y avoir une issue? Quelle issue? Etc. La France, longtemps, a suivi la politique gaullienne, mise en musique dès les années 60 par le général de Gaulle. Quelle est-elle? Il faut bien comprendre que le général de Gaulle a une stratégie de fond qui est comment la France peut-elle retrouver un statut de grande puissance, un rôle mondial, alors qu'il n'a plus la taille, la population, etc., des super grands à l'époque, les États-Unis et la Russie. Et aujourd'hui, les États-Unis et la Chine. Et le général de Gaulle trouve une solution qui est la France va devenir le protecteur des petites nations. Le protecteur du Québec, le protecteur du Mexique, Mano en la Mano, le protecteur du Cambodge, le discours de Phnom Penh en 67, le protecteur d'Israël. Il dit à Ben Gurion, mon ami, mon allié. Et puis en 67, quand il voit qu'Israël devient l'allié privilégié des États-Unis et qu'il devient très puissant, le protecteur des Palestiniens. Il faut bien avoir en tête cela pour comprendre l'origine de tout ce qu'on nous dit aujourd'hui. Donc, la France, protecteur des petites nations. D'où la position française de Mitterrand, puis de Giscard d'Estaing, puis de Mitterrand, sur la solution des deux États et l'émergence d'un État-nation palestinien. Venons-y aux deux États. Alors, mais c'est très important que je vous explique ça, parce que la situation a changé. Moi, vous savez, je suis gaulliste. J'étais contre l'intervention en Irak, j'étais contre l'intervention en Libye. Je ne suis pas occidentaliste au sens où je pense que l'Occident doit imposer ses normes. Non, mais je précise, parce que c'est important. Vous n'y croyez plus aujourd'hui à la solution? Non, je n'y crois plus, mais je n'y crois plus depuis longtemps. Et je vous ai expliqué pourquoi, mais je vais répéter. Donc je pense que la situation a changé. Je vous ai expliqué pourquoi. Je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons plus affaire à un mouvement national dont l'imaginaire serait branché sur le 19e siècle, mais au contraire, un mouvement islamique qui est en plein dans la guerre de religion, dans la guerre de religion et donc la guerre de civilisation. La charte du Hamas, c'est le Coran et notre constitution, le djihad et notre chemin. C'est important de comprendre ça. Je pense que le général de Gaulle aurait changé de stratégie. Ce n'est pas un dogme, le gaullisme. C'est une capacité d'adaptation. Et pour l'intérêt et la grandeur de la France. Zemmour, si on est dans une guerre de civilisation, comme vous le dites, qui est en face? Vous mettez tout le monde arabo-musulman, vous mettez tout le monde arabo-musulman, vous mettez la Turquie, vous mettez aussi l'Inde, vous mettez aussi la Russie? Ah, alors attendez, pas du tout. Pas du tout. Je pense qu'il y a, si vous voulez, un double affrontement. Je pense que nous sommes dans le monde de Huntington. Que dit Huntington? Il nous dit il y a des civilisations. Il y a l'Occident, il y a l'Orient lui-même partagé entre la civilisation islamique et la civilisation chinoise, pour parler très vite. Il y a la Russie orthodoxe, etc. Et il nous dit il y a d'un côté la civilisation chinoise qui prend sa revanche, les fameux siècles de l'humiliation, sur l'Occident, mais par les moyens de l'Occident, c'est-à-dire... Pardonnez-moi, vous dites Occident. Dans votre esprit, Occident, c'est Europe ou c'est Europe plus États-Unis? Voilà une très bonne question. L'Occident, c'est la civilisation occidentale, c'est-à-dire la civilisation judéo-chrétienne et grecque et romaine. Donc, c'est l'Europe et les États-Unis. Maintenant, je vous vois venir, et vous avez raison, et Israël, absolument. Vous avez raison de dire il faut quand même ne pas se soumettre aux États-Unis. Mais ce n'est pas parce qu'on est de la même civilisation qu'on doit absolument se soumettre au patron, puisque aujourd'hui, on voit bien que le patron, la grande puissance de la civilisation occidentale, c'est les États-Unis. Je reconnais que ça demande de la subtilité, mais ça demande aussi qu'on soit conscient
que par rapport au monde du général de Gaulle, Bien. le monde a changé. Le monde aujourd'hui, attendez, pardonnez-moi, guerre de civilisation, je repose ma question, contre qui? Oui, pardon. Est-ce que face, j'allais dire, dans le camp des ennemis, si je puis dire, puisqu'il y a une guerre de civilisation, vous mettez aujourd'hui tous ces pays, dont la Turquie, Pas du tout. dont Alors, le Maghreb, dont une partie de l'Afrique, ce que je l'Inde. disais, c'est qu'il y a des grands blocs civilisationnels. Il y a, donc je disais, le bloc chinois qui veut prendre sa revanche, mais par des moyens économiques, un jour peut-être par des moyens militaires, mais c'est une autre affaire. Et puis, il y a la civilisation arabo-musulmane qui, on voit bien, nous désigne comme son adversaire, mais qui désigne beaucoup d'autres comme son adversaire. Partout où il y a des communautés musulmanes importantes, il y a des affrontements. Il y a des affrontements en Inde entre les musulmans et les hindous. Il y a des affrontements en Chine. Il y a des affrontements en Russie. Il y a des affrontements en Afrique entre les musulmans et les chrétiens. Et il y a en Europe, vous l'avez vu enfin aujourd'hui, des manifestations dans toute l'Europe, pas seulement en France, où on soutient les Palestiniens et on soutient le Hamas. Je n'ai pas vu. Attendez. C'est la même chose pour vous, soutenir les Palestiniens, c'est soutenir l'égalité. Attendez. Théoriquement, ça pourrait ne pas être la même chose. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, je condamne les exactions, la barbarie du Hamas, mais je soutiens le peuple palestinien, etc. On pourrait l'imaginer. C'est ce que disent beaucoup de Français d'origine musulmane. Ah bon? Vous avez vu une manifestation, cher monsieur, criant vraiment à mort le Hamas et ils n'ont pas not in my name, comme on dit en anglais, pas en mon nom. Vous savez, je vais vous raconter une petite anecdote. Dans les années 70, il y avait les Brigades Rouges. Les Brigades Rouges étaient un groupe terroriste qui tuait indistinctement en Italie, qui étaient des communistes. Le Parti communiste italien a fait une grande manifestation pour dire « ce n'est pas nous, pas en mon nom ». Est-ce que vous avez vu les communautés musulmanes en Europe faire une grande manifestation le 8 octobre pour dire « pas en mon nom ». Non, j'en ai pas vu. Sur CNews et Europe 1, Michel Onfray, qui lui aussi parle de guerre de civilisation, et depuis très longtemps, il faut le reconnaître, a affirmé, je cite, que nous sommes islamophiles à l'intérieur de notre pays, et en France, et islamophobes, dit-il, à l'extérieur, sur le plan de notre politique étrangère. Que répondez-vous à cela? Que je comprends pas. L'Irak, la Libye, vous avez vous-même cité des errements, semble-t-il, puisque vous n'êtes pas d'accord de la politique étrangère. On n'est pas islamophobe à l'extérieur, pas du tout. On a voulu. L'a dit Michel Onfray. Oui, mais je ne suis pas d'accord avec lui. J'ai compris, mais je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je pense que les interventions en Irak, d'ailleurs, on n'est pas intervenu en Irak, je le rappelle, puisque Jacques Chirac a refusé. Il parle de l'Occident, non, mais d'accord. Mais la France n'est pas intervenue. En Libye, j'ai dit que j'étais contre. J'étais contre et l'Irak et la Libye. Je pense que c'est une erreur. Mais on n'a pas fait. Sarkozy n'a pas mené cette intervention en raison d'une islamophobie. Non, je ne suis pas d'accord. Il a mené ça au nom des droits de l'homme pour que la France soit le porte-drapeau des droits de l'homme. J'étais contre. Je pense que c'est une opération néocoloniale. Toutes les guerres pour le bien ont été positives? Mais je vous dis, je suis contre les guerres pour le bien. Je suis contre les guerres pour les droits de l'homme. Je suis contre, pour moi, ce sont des expéditions néocoloniales. Je l'ai dit, c'est en ce sens-là où je ne si vous voulez, un mot. Je ne suis pas occidentaliste au sens où Dominique de Villepin l'emploie, au sens où George Bush Jr. l'employait, c'est-à-dire l'Occident qui veut imposer ses normes partout dans une logique néocoloniale. En revanche, je veux simplement que l'Occident vive et survive. Et aujourd'hui, il est en danger de mort. Il est en danger de mort à cause d'une islamisation croissante de tous nos pays. C'est tout ce que je dis. Sonia Mabrouk, vous posez une question, je me permets de la reprendre. Je vous en prie. Vous dites « l'ennemi nous désigne ». Vous citez Freund. Absolument. Qui est l'ennemi? Et bon, le Hamas, vous me direz, Erdogan, l'islamisme, l'islam, il faut quand même préciser, parce que ces quatre termes ne sont pas interchangeables. Qui est l'ennemi qui nous désigne? La civilisation islamique. C'est vaste, ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde, mais c'est ça qui est grave. Et Erdogan est notre allié au sein de l'OTAN. Est-ce que vous n'êtes pas le miroir? Il n'est pas vraiment notre allié. Si. Non. Il est faussement notre allié. Les Américains le protègent
parce qu'il rend beaucoup de services, si j'ose dire. Mais franchement, moi, ça fait longtemps qu'il n'est plus notre allié. C'est le fourrier de l'islamisme. Monsieur Zemmour, c'est le fourrier de l'islamisme. C'est aussi la porte d'entrée des migrants. C'est entre autres le fourrier de l'islamisation en France, avec ces groupes, avec ces mosquées, avec les Turcs qui sont les relais de sa politique et de son parti. On va en parler. Ce sont les manifestations qui se déroulent sur notre sol en Europe. Une courte pause et on se retrouve. La suite du grand rendez-vous avec Mathieu Bock-Côté, Stéphane Dupont et notre invité ce dimanche, Éric Zemmour. Éric Zemmour, Benyamin Netanyahou a récemment dit que c'est un combat du peuple contre les ténèbres. Il dit peuple de la lumière contre peuple des ténèbres. Et puis beaucoup s'interrogent aussi sur, attention à nos mots, mais comment le Hamas a été créé. Y a-t-il, selon vous, une responsabilité indirecte, et j'insiste sur le mot indirect, d'Israël et du Premier ministre Benyamin Netanyahou? Je ne sais pas si c'est Benyamin Netanyahou. Ce que je sais, c'est factuel et c'est prouvé historiquement, c'est que au départ de la création du Hamas, c'est-à-dire un mouvement islamiste en Palestine, les Israéliens n'ont pas vu d'un mauvais œil cette création, puisque ça permettait une rivalité avec leur adversaire de l'époque, qui était l'OLP. Vieille technique, on dit même qu'ils l'auraient financé, c'est possible, je n'en sais rien, mais c'est très possible. Vous savez, c'est la vieille technique des Anglais depuis pendant 1000 ans, diviser pour régner. Ils ont fait ça partout. Ils ont fait ça en Europe, ils ont fait ça en Inde, ils ont fait ça dans le monde entier. Et les Israéliens ont appliqué ces méthodes vieilles comme le monde et que les Anglais ont porté à une espèce d'art suprême. Donc oui, évidemment, mais vous savez, c'est ça l'histoire. Est-ce que plus largement, l'Occident s'est accommodé de cette présence du Hamas dans la bande de Gaza? Est-ce qu'on a aussi, nous aussi... Mais, cher monsieur, on peut pas dire que l'Occident ne doit pas tout régenter parce que c'est néocolonial et dire, comme vous le dites, il s'est accommodé. Les gens ont voté. Ils ont voté pour le Hamas. Donc, en 2006 ou en 2007. Bah oui, d'accord. Mais c'est leur responsabilité. Ils ne l'ont pas renvoyé. Ils ne l'ont pas chassé. Des millions de gens auraient pu chasser les quelques milliers de responsables et de dirigeants. Ils ne l'ont pas fait. Vous savez, les peuples sont responsables de leur destin quand même. Alors, retour en Europe un instant, vous avez vu ces derniers jours des manifestations nombreuses, à Londres notamment, manifestations plusieurs dizaines de milliers de personnes, quelquefois en France, manifestations interdites, cela dit. Et ça me permet de faire écho avec une déclaration récente d'Alain Juppé qui disait il y a quelques jours est-ce que l'islam est compatible avec le monde occidental? Je ne peux que l'espérer, mais je n'en suis plus certain aujourd'hui. Est-ce que pour vous, il y a une forme de ces manifestations et cette déclaration se croisent d'une certaine manière? Vous avez tout à fait raison. J'ai longtemps affronté Alain Juppé depuis 30 ans. Vous savez, je le connais depuis 30 ans et on s'est longtemps affronté là-dessus en particulier. Donc, je pourrais ironiser facilement sur ses états d'âme et le sentiment qu'il a de s'être trompé. Mais je vais vous dire, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas parce que l'heure est grave, l'heure est trop grave pour ça. Et après tout, soyons honnêtes. Ce qu'a dit Alain Juppé hier et ce que dit aujourd'hui, c'est le sentiment de millions de Français qui ont cru naïvement que, en vérité, l'islam n'était qu'une religion comme une autre, que c'était le christianisme des Arabes et qu'on pourrait s'accommoder, qu'on pourrait s'entendre et qu'il n'y avait pas de problème, etc. Et après tout, c'est le penchant de l'espèce humaine et je dirais même c'est le penchant français d'être universaliste, d'être bon, d'être ouvert vers l'autre. Maintenant, le problème avec Alain Juppé, c'est que c'est un responsable politique. C'est un homme qui a été Premier ministre, qui aspirait à être président de la République et qui continue à mener la politique de l'autruche. Parce qu'il dit, dans votre phrase, il dit « mais j'espère que c'est comme ça et je veux croire que c'est comme ça ». Non. En vérité, moi, je voudrais répondre à Alain Juppé. Il dit « les musulmans doivent nous dire que leur religion est compatible avec la France et avec la République ». C'est là que je ne suis plus d'accord. Je voudrais dire à Alain Juppé une chose simple. D'abord, je continue de penser, et apparemment il commence à me donner raison, que l'islam n'est pas compatible avec la France. Pour des raisons simples, je pourrais aller très très vite. La France ou la République? La République et la France. La France, c'est liberté, égalité, fraternité. L'islam, c'est soumission, inégalité, soumission à Dieu,
inégalité entre les hommes et les femmes, entre les musulmans et les infidèles, et fraternité dans la Oumma, c'est-à-dire les musulmans sont des frères, mais pas les infidèles. Et les infidèles, c'est nous. Là, pour vous, tout musulman est un islamiste. Non, pour moi, tout musulman est un musulman. Non mais pardonnez-moi. Attendez, j'ai pas fini ma démonstration. Si c'est pas compatible avec la République, qu'est-ce qu'on fait des musulmans qui sont en France? Je vais y répondre. Bah, dites-nous. Très bien. Donc, quand on accepte ce diagnostic-là, parce que c'est ça qu'on me refusait. Donc, si on accepte, et j'en prends acte, mais si on accepte, il y a une solution. C'est à l'État de dire ce que peuvent les musulmans et ce que ne peuvent pas les musulmans. En gros, si vous voulez, moi, je pense que chaque musulman peut très bien prendre de la distance vis-à-vis de sa religion telle qu'elle a toujours été pratiquée dans le monde arabe. En gros, pour parler vite, il faut renoncer à la charia, qui est un code juridique qui s'impose aux lois de la République, et renoncer au djihad, parce que ça veut dire pouvoir tuer l'infidèle qui est son compatriote. Tout musulman en France n'est pas soumis à la charia et au djihad. Et vous avez tout à fait raison. Mais vous allez demander quoi? Vous allez sonder les reins et les cœurs? Non, c'est très simple. Il faut que l'État fasse ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire prendre des mesures, interdire par exemple toute islamisation dans l'espace public. C'est-à-dire interdire les voiles, les camis, les mosquées avec minarets, etc. Dans la rue, vous savez... Les manifestations? Mais les manifestations, moi, je suis pour la liberté de manifester. Je suis pour la liberté de s'exprimer, de manifester. C'est pas mon problème. Mon problème, c'est l'islamisation du territoire. Et c'est l'islamisation des comportements. Vous comprenez? Parce qu'il y a une pression terrible aujourd'hui dans tous les quartiers où il y a une majorité de musulmans. Quand le recteur de la grande mosquée de Paris, Éric Zemmour, affirme qu'il est anormal qu'un musulman soit antisémite. Il est anormal qu'un musulman soit antisémite. Comment vous comprenez cette phrase? Je la comprends comme une preuve manifeste de taquilla, c'est-à-dire de dissimulation. De la part du recteur? Oui. Je pense que ce monsieur sait très bien. Une accusation assez grave contre le recteur de la grande mosquée. Mais je pense que ce monsieur sait très bien que dans le Coran, il y a des sourates qui disent qu'il ne faut se méfier des juifs et des chrétiens. Dans d'autres sourates, mais vous connaissez... Écoutez, vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Alors lesquels vous prenez, monsieur Zemmour? C'est très simple. Vous connaissez évidemment, si vous voulez qu'on rentre dans le détail, vous connaissez, il y a le Coran de Médine, il y a le Coran de la Mecque. Quand Mahomet est en position de faiblesse, il cherche l'alliance des juifs et des chrétiens. Et là, il y a des sourates très gentilles. Et puis quand il devient puissant et guerrier, il devient méchant. Ces dernières sourates sont les dernières dans le temps. Au 7e siècle, tout ça. Tout ça au 7e siècle. Mais vous savez bien que l'islam n'est jamais sorti du 7e siècle. Vous savez bien que, en vérité, il y a des musulmans qui sont sortis du 7e siècle, grâce à Dieu. Mais c'est la vérité. Vous savez, ils parlent encore des croisés. Ils nous définissent comme des croisés. C'est quand même extraordinaire. Parfois, vous faites référence à Saint-Louis. C'est pas pour autant qu'on vous oppose, qu'on vous dit que vous êtes un fervent. Je fais référence à Saint-Louis parce que pour dire que la France est un pays de tradition et de racines chrétiennes. Je ne veux pas dire là qu'il faut vivre comme au temps de Saint-Louis. Ça fait une petite différence. Je ne mets pas les vêtements... Pardonnez-moi, c'est un très bon exemple, votre histoire. Moi, je ne me balade pas dans les rues du 21e siècle avec des vêtements du temps de Saint-Louis. Eh bien, que tout le monde fasse comme ça. Et vous disiez tout à l'heure que l'islam n'est pas compatible avec la République. Là, ce que vous nous décrivez, c'est des gens, des femmes voilées, des islamistes. Non, les femmes voilées ne sont pas des islamistes. Non. Elles vous diront que ce sont des musulmanes qui pratiquent leur religion. C'est ça tout le problème. C'est que l'islam n'est pas le christianisme. Je ne vais pas rentrer dans la technique, mais vous savez bien que le christianisme est une orthodoxie. C'est-à-dire qu'elle repose sur la foi. L'islam est une orthopraxie. C'est-à-dire qu'elle repose sur la pratique et sur le code juridique. C'est tout le problème. Il faut que les musulmans, pour être français, apprennent, et il y en a qui le font, je tiens à le dire, il y en a qui le font, que la religion en France est une religion du privé, de l'intérieur et de la foi. C'est tout l'enjeu. Mais je répète, il y en a qui le font, et ce sont des modèles qu'il faut donner. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, vous, au pouvoir, vous interdisez le voile dans l'espace public comme vous interdisez la kippa? Oui. Vous savez... Est-ce que c'est le moment? Vous savez, cher Sonia, je vais vous expliquer quelque chose. Permettez-moi de vous rappeler quelque chose. D'abord, plus personne ne porte la kippa parce que ils risquent de se faire casser la figure au moins. Mais certains veulent la porter, justement. Attendez, je vais vous dire. Moi, je suis, tout le monde le sait, de confession israélite. Avec mon père, j'allais souvent à la synagogue prier. Dès que je sortais de la synagogue, ma mère me disait « Tu enlèves ta calotte et tu la mets dans ta poche ». Elle ne craignait rien. À l'époque,
de mon enfance, on ne se faisait pas agresser dans la rue parce qu'on portait une calotte ou une kippa. C'était simplement par discrétion. Parce que l'esprit de la laïcité à la française, il faut le rappeler parce que ça a été dévoyé, ce n'est pas la liberté religieuse seulement. Ce n'est pas le fait pour l'État de respecter toutes les religions. C'est aussi la discrétion. Mais dans l'espace public. J'appelle à la discrétion. Et vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Mais vous voyez que la chose est un peu plus complexe, si je peux me permettre. C'est-à-dire, de l'autre côté, il y a le changement démographique que vous décrivez. Mais de l'autre côté, il y a une partie de la France qui relève de son ancienne démographie. On peut penser à Jean-Luc Mélenchon et d'autres qui, eux, ont acté ce changement et considèrent qu'aujourd'hui, votre position est intenable pour des raisons soit démographiques, soit politiques, mais elle est désormais intenable. La France devrait s'adapter au temps nouveau. Si vous me parlez de Jean-Luc Mélenchon, on peut parler de Jean-Luc Mélenchon. Justement. C'est bien au-delà de ce que vous dites. En vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai dit, je crois, le premier, lors de la présidentielle, il s'est passé quelque chose. C'est l'émergence, derrière Jean-Luc Mélenchon, d'un peuple islamo-gauchiste. Un nouveau peuple. Et vous avez 69% des musulmans qui ont voté Jean-Luc Mélenchon. Les mosquées ont fait voter Jean-Luc Mélenchon, les frères musulmans ont fait voter Jean-Luc Mélenchon. Avec quand même 46%, selon les chiffres de l'IFOP, d'abstention parmi les musulmans, les Français de confession musulmane. Tout l'enjeu de Jean-Luc Mélenchon est désormais de faire voter ces 46% et tous ceux qui arrivent, c'est-à-dire les gens qui seront naturalisés, 120 000 par an, les gens qui vont naître, qui ont 12 ans, 13 ans, 14 ans et qui auront 18 ans en 2027, encore quelques centaines de milliers, pour qu'il assure au minimum sa présence au second tour et voire sa victoire. Moi, je pense que la séquence que nous venons de vivre a permis à Jean-Luc Mélenchon d'assurer sa présence au second tour de 2027. C'est acquis pour moi. C'est son seul objectif électoral. Bien sûr. Autrement dit, même si c'est plus qu'électoral. Pardonnez-moi. Si tout le monde le condamne en ce moment, pour vous, c'est la bonne politique. Justement parce que tout le monde le condamne. Justement parce que les médias le condamnent, justement parce que la classe politique le condamne, il a gagné son ticket pour le second tour. Et je voudrais dire que ce n'est pas seulement électoral. D'abord, c'est d'abord électoral. C'est d'abord clientéliste. Mais si tout le monde dit qu'il y a du clientélisme, ça veut dire qu'il y a une clientèle. Bon. Deuxièmement... Parce que le vote musulman, c'est plus de 20% des voix en France, selon vous. Excusez-moi, vous avez 19 millions, selon l'INSEE, de gens en France, de Français qui sont liés sur 2 ou 3 générations à l'immigration. Je vous laisse faire le calcul, ça fait beaucoup de millions de musulmans. Je continue, parce que c'est important. Vous m'avez répondu, c'est seulement électoral. Non, ce n'est pas seulement électoral. C'est d'abord électoral, mais c'est aussi presque, j'allais dire, philosophique. On a beaucoup jasé sur le tweet de Jean-Luc Mélenchon, disant, sur une photo d'une manifestation, criant « Allah Akbar ». Je le répète quand même, Dieu est le plus grand. Voici la France. Pendant ce temps, Mme Braun-Pivet-Camp à Tel Aviv pour encourager le massacre, pas au nom du peuple français. Merci. Tout le monde s'est accroché à ce... Madame Braun-Pivet, campée, etc. Moi, c'est pas ça qui m'a choqué. Vous, c'est le voilà la France? Bien sûr. Il dit, voilà la France. Pour lui, la France, c'est ce peuple islamo-gauchiste qui a voté pour lui. Il l'a dit dès après la présidentielle, on ne l'a pas remarqué, je crois avoir été encore une fois le seul à le remarquer. Il a dit, mon électorat, c'est le tiers-État. Référence à la Révolution française, mais référence très révélatrice. Le tiers-État, qu'est-ce que c'est? C'est le peuple français, mis à part les aristocrates, l'Église et le roi. Donc ça veut dire que pour lui, ce peuple islamo-gauchiste qui manifeste pour la Palestine aux couleurs vertes et rouges, et qui dit Allah Akbar, c'est le nouveau peuple français. Et pourtant, il monte dans les sondages. Et pourtant, vous avez des responsables politiques qui se succèdent sur ce plateau, notamment en affirmant qu'il est en dehors de l'arc républicain, et il monte dans les sondages. Alors, premièrement, je voudrais dire que quand Mme Borne le met en dehors du champ républicain, la politique migratoire de Mme Borne prépare la victoire de Jean-Luc Mélenchon. Il faudrait qu'elle se règle là-dessus. Elle ne peut pas faire l'un et l'autre. Deuxièmement, j'ai été le premier et longtemps le seul. J'ai débattu avec Jean-Luc Mélenchon dès septembre 2021, à désigner Jean-Luc Mélenchon comme l'adversaire parce que je voyais venir cette émergence d'un peuple islamo-gauchiste. Et j'ai sonné le tocsin pour rassembler les droites, pour m'opposer à ce peuple islamo-gauchiste. Qu'est-ce qu'on m'a répondu? Madame Le Pen m'a répondu « Je ne suis pas de droite et je déteste l'alliance avec les droites. Moi, je veux parler à la gauche patriote. » Donc ça veut dire qu'elle voulait à la limite parler à M. Mélenchon, puisque M. Mélenchon avait voté non au référendum de 2005.
Puis M. Macron a dit « Ah ben non, M. Mélenchon c'est formidable, la planification écologique c'est formidable. Mme Le Pen a dit « M. Mélenchon c'est formidable, on a le même programme social. » Les souvenir qu'ils aient dit que c'était formidable. Mais Comment ? J'ai pas le souvenir que M. Macron Vous ait dites dit qu'ils que se c'était sont formidable. accommodés. Attendez, vous dites... Ils ne se sont pas accommodés, pardonnez-moi. Ils ont fait la danse du ventre de M. Mélenchon. Et Mme Le Pen et le LR ont refusé l'union des droites que je proposais pour m'opposer à cette gauche. Parce que je voudrais préciser une dernière chose. Il faut bien comprendre que ce n'est pas seulement l'extrême gauche, comme on veut le faire croire. C'est la gauche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la gauche ne peut plus survivre électoralement sans ce peuple islamo-gauchiste. Donc il n'y a plus de gauche républicaine. Il n'y a plus la gauche républicaine, comme vous dites, n'existe plus électoralement. Monsieur Roussel, Monsieur Ruffin, tous ces gens, comment sont-ils élus ? Comment sont-ils élus ? Sans la NUPES, comment sont-ils élus ? Comment les municipalités communistes qui survivent survivent sans faire ami-ami avec les mosquées dans leur banlieue ? Qu'ils me disent comment ça se passe. Et ils vont s'apercevoir qu'il n'y a pas d'électeurs derrière eux. Alors évidemment, ils ont la grosse caisse médiatique qui les encense. Mais les électeurs, ça j'aimerais bien poser le problème. On va en parler justement, puisque vous prenez encore l'union des droites. Éric Zemmour, on va parler aussi des européennes qui se profilent. À tout de suite. On va parler, Éric Zemmour, des européennes. Encore un mot sur le paysage politique et électoral que vous venez de dessiner. Est-ce à dire que pour vous, le second tour qui se dessine, les seules alternatives, c'est Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, et ce que j'entrevois, c'est que vous auriez préféré Jean-Luc Mélenchon face à vous-même, si vous vous présentez. Ça nous mènerait trop loin, mais je vais essayer d'aller vite. Je ne pense pas qu'il y aura un second tour entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Parce que, si vous voulez, depuis 10 ans, l'élection est faite par les retraités, par ce qu'on peut appeler les boomers. Ils sont 17 millions. Ce sont eux qui votent le plus, ce sont eux qui ont fait Emmanuel Macron les 2 fois. Et ces gens-là ne veulent ni de Marine Le Pen, ni de Jean-Luc Mélenchon. Donc ils trouveront toujours, c'est la grande leçon que j'ai tirée de la présidentielle, ce sont les électeurs qui choisissent finalement, par le fameux vote utile, le candidat qu'ils veulent voir au second tour. Donc ces électeurs-là, ces 17 millions de retraités, de boomers, appelons comme on veut, choisiront toujours un candidat. Ils trouveront toujours un candidat à opposer à Jean-Luc Mélenchon ou à Marine Le Pen, comme ils l'ont fait là. Non, je pense au contraire qu'il faut rassembler les droites, c'est pour ça que je crois être le meilleur candidat, mais on en parlera dans 4 ans, on ne sait pas tout ce qui arrivera, face à ce que je crois l'événement inéluctable de Jean-Luc Mélenchon. Mais l'union des droites est-elle encore, je vais dire, une alternative par exemple aux européennes ? Jordan Bardella, tête de liste RN, Éric Zemmour est un véritable rouleau compresseur. Il culmine selon le sondage à 28%. On dit qu'il aimerait dépasser les 30%. Est-ce que vous n'êtes pas pris justement totalement en étau ? Alors, parlons des européennes. Les européennes, c'est un scrutin à la proportionnelle, à un tour. Donc, il n'y a ni vote utile, ni second tour. Il n'y a pas de second tour, donc il n'y a pas de vote utile. Il faut bien faire comprendre ça aux gens. Voulez Ah non, c'est pas ce que je veux. Est-ce qu'on ne se dirige pas Attendez. C'est ce que M. Bardella aimerait qu'il y ait un vote utile. Il n'arrête pas. C'est son seul argument depuis 2 mois. Moi, je veux bien, mais il faut quand même expliquer aux électeurs que nous ne sommes pas dans l'élection présidentielle, nous ne sommes pas dans les élections législatives, et c'est là le grand paradoxe du Rassemblement national, c'est que quand il y a un scrutin à la proportionnelle, où il n'y a ni vote utile, ni second tour, alors là, il parle de vote utile, etc. Et puis quand il faudrait une alliance parce qu'il y a un second tour, c'est-à-dire à la présidentielle, moi j'ai appelé à voter pour Marine Le Pen au second tour. Est-ce qu'elle aurait fait de même si j'avais été devant ? Il faut lui demander. Deuxièmement, aux législatives, là j'ai appelé à un rassemblement sur le modèle de la NUPES. Madame Le Pen a refusé et les LR de M. Ciotti aussi. Donc si vous voulez, quand c'est utile... Vous savez, j'avais un vieux maître qui me disait toujours « La vie politique d'un pays est déterminée par le mode de scrutin ». On le voit en Israël, on parlait d'Israël, la proportionnelle. On le voit en France, la 4e République et la 5e République. Et bien là, le mode de scrutin change tout. La proportionnelle, il n'y a pas de vainqueur. J'entends M. Bardella dire il faut aller avec ceux qui vont gagner. Mais gagner quoi ?
Gagner quoi? Est-ce que- Le Rassemblement national a gagné en 2014, a gagné en 2019 les européennes. C'est pas pour ça que Mme Le Pen a gagné la présidentielle. Ça ne veut rien dire. Aux européennes, tout le monde peut gagner. L'important, c'est d'envoyer des députés. C'est donc un vote de conviction. Et c'est pour ça que je voudrais vous dire, je vais répondre à votre question après, je voudrais vous dire, ça tombe bien, puisque nous avons, à Reconquête, comme tête de liste, une femme de conviction, Marion Maréchal. C'est une femme de conviction qui est sincère, qui est authentique, qui est une mère de famille qui pense à ses enfants et donc à tous les Marine Le enfants. Pen dira la même chose de Jordan Bardella. C'est qu'il a des convictions. Dites-nous une différence majeure si là un auditeur, Oui, bien sûr. un électeur de droite, Bien sûr, c'est très simple. Pourquoi il glisserait C'est un très bulletin, simple. Marion? Allez demander à Jordan Bardella s'il lutte contre le grand remplacement. Et vous verrez sa réponse. Allez demander au LR s'il lutte contre le grand remplacement et vous verrez sa réponse. Nous sommes, à Reconquête, les seuls qui sont à la fois contre le grand remplacement, contre l'islamisation du pays, contre l'idéologie woke qui pourrit nos universités, nos écoles, etc. Et nous sommes économiquement de droite, c'est-à-dire que nous sommes contre l'assistanat. On peut en parler, si vous voulez, du Rassemblement national et de l'assistanat. Nous sommes pour la baisse des taxes et des charges. Je crois que nous sommes les seuls à avoir ce trépied de conviction. Donc, si vos auditeurs et vos téléspectateurs demandent qu'est-ce qu'est la spécificité de Reconquête, je viens de vous le dire. Cette spécificité, elle a fait 7% à la présidentielle. Là, selon les sondages, vous êtes crédité de 6-5%. Cher monsieur, vous avez du mal à vous faire entendre. Cher monsieur, d'abord, la présidentielle, on pourrait y revenir, mais il faudrait une autre émission. Je vous rappelle, je ne vous rappellerai pas les sondages qui ont précédé. L'Ukraine et la guerre en Ukraine a changé, a détourné le vote. Mais on n'en reparlera pas. Deuxièmement, pour les européennes, la campagne des européennes n'a pas vraiment commencé. Donc on va voir, vous savez, le temps permet de se faire entendre petit à petit. Nous n'avons pas la même visibilité que d'autres. Nous ne dormons pas à la télévision. Donc évidemment, ça fait une différence. Mais avec le pas temps, non plus persona non grata. j'ai jamais dit ça. Je précise simplement. Vous ne regrettez pas de ne pas être allé à la place de Marion Maréchal. Vous venez de citer des combats qui sont importants, que vous portez depuis très longtemps. Nous parlons d'un contexte qui n'a jamais été aussi tragique, je ne vois pas d'autres mots, avec un risque de contagion. Et les prochains mois, malheureusement, nous risquons de rester dans cela. Est-ce que ce n'était pas aussi de votre devoir d'y aller? Non, je pense que, vous savez, je n'avais pas vocation à être candidat à toutes les élections. Moi, je me suis engagé pour protéger et sauver la France du grand remplacement et de l'islamisation. Je pense que c'était mon rôle dans le cadre d'une élection présidentielle. Dans le cadre des européennes, Marion Maréchal est formidable et elle va le démontrer. Alors, pendant ces derniers mois, en fait, depuis 2 ans environ, on nous a dit le thème central, c'est pouvoir d'achat, retraite, ainsi de suite. Est-ce que vous n'avez pas finalement l'impression que les thèmes qui vous portent seront ceux des prochaines années? Et de ce point de vue, est-ce que vous annoncez déjà votre candidature pour 2027? Je n'annonce rien du tout. À 4 ans, ça serait ridicule. En revanche, ce que je peux dire, c'est qu'une fois, effectivement, la parenthèse fermée, c'est-à-dire qu'on a voulu, entre certains candidats et les médias, imposer le thème du pouvoir d'achat. Je veux dire, non pas que c'est un faux thème, non pas que les gens n'aient pas de problème de pouvoir d'achat, évidemment, mais on a voulu le mettre en opposition avec le destin de la France. C'est ce que j'ai essayé seul, pendant la présidentielle, d'expliquer, qu'il y avait évidemment des problèmes économiques et sociaux qu'il fallait régler, mais que ce n'était pas de l'ordre du destin de la France. Et bien simplement, vous savez, la réalité se rappelle à tous. Et sur 2027, vous n'excluez rien pour répondre à Mathieu Bock-Côté. Nous verrons, ça c'est loin. Franchement, à 4 ans, on va pas parler de la présidentielle aujourd'hui. Vous parlez bien du destin de la France. Donc mais j'en ai parlé, je crois, pendant toute cette heure. Merci Éric Zemmour d'avoir été notre invité pour ce grand rendez-vous. Vous partez donc ce soir en Israël, comme vous l'avez précisé. Je remercie mes camarades Stéphane Dupont et Mathieu Bock-Côté. Et bon dimanche à vous tous, évidemment, sur nos antennes respectives.